Arnaud Delacroix. Oui. Delacroix. J'hésite toujours. Hein. D-E, grand E, petit E. Alors c'est un petit 2 et un petit La et une grande croix. Voilà. C'est lourd à porter, ça. Non, c'est une famille, il y a une légende familiale. Oui. Et la famille serait d'origine, remonterait à l'époque des croisades. Voilà. Ça, c'est la légende familiale. La vérité historique est peut-être plus banale, mais je n'ai pas encore exploré. Mais quand on se retrouve à l'école, Ouais. qu'on a 8-10 ans avec ce nom-là, Ah oui, qu'est-ce qui se passe? oui, c'est une bonne question, parce que ça peut se passer très bien, et puis il peut y avoir des ressentiments. Et ça m'est arrivé, notamment, je me souviens d'un professeur en particulier, qui m'interroge dans une matière que j'apprécie beaucoup, et que j'apprécie toujours beaucoup aujourd'hui, le grec ancien, et qui, au moment de me faire passer l'examen oral, seul à seul, face à face sur l'estrade, me dit: Delacroix, avec un nom pareil, vous habitez un château. Et je lui ai dit: mais cher monsieur, non, certainement pas. Mais pas du tout, quoi. Voilà, donc moi, si je viens d'une famille de l'aristocratie, ce qui est possible, mais je n'en sais trop rien, en tout cas, il y a une légende familiale à ce sujet, mais ce serait, le cas échéant, une famille de l'aristocratie ruinée. Voilà. Oui, mais c'est pas évident, parce qu'encore une fois, moi je prends le fer avec accent, sans accent, avec un B, sans B, avec un... Mais quand on s'appelle Arnaud Delacroix, petit D, grand, petit M, il faut pouvoir, au niveau, je veux dire, au niveau administratif, ça n'a jamais créé de petits soucis ou non, pas de du rectificatifs? Non. Par contre, je me souviens d'une rencontre au tout début que j'ai fréquenté le milieu de l'édition avec un éditeur liégeois fameux qui était un personnage, Pierre Mardaga, le verbe haut, fumant le cigare à la façon d'Orson Welles, et qui me regarde en face et qui me dit: mais Delacroix, c'est un nom de journaliste. Et c'est vrai que j'ai fait quelques travaux de critique journalistique à l'époque, et je me demandais ce qu'il me voulait, mais il pensait en fait, je l'ai un petit peu poussé dans ses retranchements, et il pensait que mon nom était un pseudonyme. Mais c'est après le service militaire, ça. Voilà, oui. Mais je n'ai pas fait mon service militaire. Ah, et pourquoi? Je suis rebelle à toute forme d'autorité, et donc Objecteur de conscience. J'ai fait l'objection de conscience à l'époque, oui, tout à fait. Mais c'est plus long à À faire. l'université de Bruxelles, c'est 20 mois. C'est 20 mois. Et j'ai énormément apprécié de faire ça. Je l'ai fait à la commission culturelle de l'université de Bruxelles. Ça m'a permis de rencontrer énormément de gens très intéressants avec qui j'ai parfois gardé le contact bien des années plus tard. Et puis j'ai découvert tout un milieu, parce que moi je viens d'une éducation catholique traditionnaliste. De quelle région? Et alors je suis né à Bruxelles, mais après 6 mois j'ai déménagé à Anvers. Et donc j'ai passé toute mon enfance et ma jeunesse à Anvers. Mais mes parents, et ça je les en remercie beaucoup, m'ont envoyé à l'école à Bruxelles. Et donc je faisais la navette en train tous les jours avec Bruxelles. Voilà. Mais dans le circuit catholique. Et c'est moi qui ai pris la décision, après mes études universitaires, de basculer dans un circuit différent. Qu'est-ce que tu avais fait comme études? Voilà, j'ai fait des études. J'avais entamé d'abord des études de droit, parce que je ne savais pas quoi faire comme études. Et je comprends très bien les jeunes gens et les jeunes filles qui aujourd'hui, à l'âge de 17-18 ans, ne savent pas quel cycle d'études entamer, ou vers quoi se diriger. Il y en a qui le savent très très bien. Oui. Je savais déjà que je souhaitais écrire, ça c'est une autre affaire. Mais ce n'est quand même pas une affaire rentable, capable de vous faire vivre, en tout cas a priori. Et donc, faute de mieux, j'ai entamé des études de droit. Et là, pendant la première année de droit que j'ai réussi, aux facultés Saint-Louis à Bruxelles, eh bien, j'ai été séduit, et plus que ça, enthousiasmé, fasciné par la philosophie. Et donc l'année suivante, j'ai basculé vers des études de philosophie. Et j'ai dû, à ce moment-là, faire mes 2 premières années de philosophie en une. Pourquoi? Parce que j'étais sur bourse d'études. Comme je l'ai dit, mes parents n'étaient pas spécialement riches, et donc j'étais sur bourse d'études, et j'ai réalisé ces 2 premières années. Tu as gardé des amitiés de cette époque-là? Quelques-unes, oui, tout à fait. Oui. Et surtout beaucoup de souvenirs, mais quelques amitiés aussi. Oui, effectivement. Oui, je suis quelqu'un de très fidèle en amitié. Oui. Et l'envie d'écrire était très jeune? Ah, j'ai commencé à écrire vers 14-15 ans. 14-15 ans, oui. C'était déjà là.
Oui, bien sûr. J'ai publié un journal à l'époque. Un journal. Alors, il y avait un moyen de reproduction à l'époque qui n'était même pas encore la photocopie. Mais avant ça, la stencileuse, exactement. Avec des gros tubes de peinture, des multigraphes, d'encre, etc. On passait un rouleau, c'était très, très, très manuel. Et je me rappelle très bien être allé avec un ami anversois comme moi, qui aujourd'hui est un des collaborateurs du mensuel Le Vif l'Express. Nous étions allés à la foire du livre, distribuer notre journal de manière un peu pirate, on va dire, aujourd'hui. Et notamment, j'ai rencontré à l'époque un certain grammairien qui s'appelait Maurice Grevis, qui dédicaçait ses grammaires, ça peut paraître surprenant, mais c'est comme ça, au stand des éditions Duculot. J'ignorais totalement à l'époque que je travaillerais un jour au sein des éditions Duculot. Et donc il a pris un de mes journaux publiés de manière pirate en main, que je vendais comme ça à la foire du livre au centre Roger, à l'époque j'avais 14-15 ans. Il l'a pris en main et il a commencé à le lire très attentivement, s'arrêtant au milieu de ses dédicaces. Je me demandais ce qu'il fichait, il prenait des notes et en fait il a corrigé toutes mes fautes d'orthographe. C'est extraordinaire. Et malheureusement je n'ai pas conservé cet exemplaire du journal corrigé par Grevis. Je crois que j'étais tout à fait vexé par son action, mais des années plus tard, j'entrerai aux éditions Duculot et j'aurai comme assistante la petite fille de Maurice Grevis. Ça ne s'invente pas, ça. Oui, tu avais une mèche qui n'allait pas. Mais c'est amusant parce que Duculot, il en fallait tout qu'on fait pour aller faire une présentation pirate à la foire du livre d'un ouvrage qu'on avait envie de distribuer. Bon, voilà. Quand t'es gamin, tu réfléchis pas. Hein. Oui, mais bon, voilà. c'est déjà... C'est des beaux souvenirs. Et comment se retrouve-t-on chez Duculot alors? On a peut-être passé un épisode. On a passé un épisode. Voilà. Donc on reprend. Donc je termine mes études universitaires, j'ai une petite vingtaine d'années, et j'écris un texte qu'on a qualifierait aujourd'hui d'autofiction, voilà, qui s'intitulait à l'époque « Je suis encore jeune et triste ». Et ce texte, je souhaite le publier, je souhaite le partager avec le public le plus large possible. Je l'envoie à différentes maisons d'édition et je ne reçois pas de réponse, à part d'un éditeur que je rencontrerai des années plus tard, qui est Christian Bourgois, et qui me répond une lettre très dure, mais une lettre personnalisée, une lettre qu'il a visiblement écrite à mon intention, qui n'est pas une fin de non-recevoir standardisée, et où il me dit « Arrêtez d'écrire un livre sur les décombres des livres des autres, et vous serez un jour un grand écrivain. » C'était très troublant pour moi, parce que j'avais beaucoup de respect déjà pour Christian Bourgois, grand éditeur. Je suis un admirateur, par exemple, de William Burroughs, grand écrivain américain du XXe siècle, que je rencontrerai des années plus tard aussi. Et c'est en français Christian Bourgois qui était l'éditeur de Burroughs. Bon, bref, ça me fait une belle jambe. Et donc, j'ai mon frère cadet qui me dit « Mais j'ai lu une interview dans le journal Le Vif l'Express d'un certain Christian Lutz, qui parle de sa maison d'édition, Le Cri. » Et il me transmet cette interview. Je lis ça, cet éditeur est à la recherche de jeunes auteurs, et donc je lui envoie mon manuscrit. Je suis encore jeune et triste. Et quelques semaines plus tard, je reçois un coup de téléphone à Anvers, me disant « On veut vous rencontrer ». Et donc je me rends à Bruxelles, dans les locaux d'édition Le Cri à l'époque. C'était encore une maison très artisanale à ce moment-là. Et là, je rencontre plusieurs personnes. Je rencontre Yves-William Delzen, qui sera publié plus tard aux éditions Actes Sud. Et je rencontre Patrick Delperdange. Voilà, on a une vingtaine d'années. Et c'est mon début dans ce milieu très particulier. Le bouillon de culture, quoi. Voilà, oui, je bascule dans autre chose. Dans autre chose. Et donc, Christian Lutz, après mes études universitaires, me demande d'ouvrir pour le compte de l'édition Le Cri une librairie. Ce que je fais, rue du Président, près de la place Stéphanie, et ça s'appellera Le Cri du Président. Le Cri du Président. Ce qui me vaudra un appel très particulier de l'ambassade du Chili à l'époque, pensant qu'on faisait allusion à Pinochet, je ne sais pas pour quelle raison, Le Cri du Président. Bref, et dans cette librairie,
après quelques mois, d'abord j'aime beaucoup le métier de libraire. Pour moi, j'éprouve un véritable plaisir, une véritable jouissance dans l'acte de vente. Je ne le cache pas. Je le retrouverai des années plus tard dans l'édition. Et donc, dans cette librairie, à un moment donné, plusieurs clients et clientes me demandent Malpertuis de Jean Rey. C'est un roman que j'ai adoré étant jeune, que j'avais lu dans les collections initiées par Jean-Baptiste Barognan aux éditions Marabout, fantastique. La collection magnifiquement illustrée en couverture par Henri Livens, artiste méconnu d'origine anversoise, comme moi. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est incroyable que Malpertuis soit indisponible. Et donc, je convainc le patron de la maison d'édition, Christian Lutz, de rééditer Malpertuis. Nous rencontrons les ayants droit de Jean Rey et on réédite Malpertuis. On est en 1982 et le livre a beaucoup de succès. Et à ce moment-là, Christian me demande de devenir éditeur aux éditions Le Cri. Voilà. Au départ, il avait comme éditeur Pierre Maury, grand chroniqueur littéraire au quotidien Le Soir. Pierre, à un moment donné, s'est séparé des éditions Le Cri. Et donc, voilà, moi, je pouvais occuper cette place. C'est un véritable jeu de billard, ça. Hein, oui, c'est ça. Et donc, ce sont des circonstances. Oui. Et donc, j'ai quitté à ce moment-là la librairie pour entrer pleinement au service des éditions Le Cri. Enfin, ce que vous soulevez là est important, c'est d'avoir eu cette expérience et cette formation de libraire qui vous permettent un petit peu de voir le monde du livre d'une certaine façon et qui va vous permettre évidemment d'avoir une autre approche en tant qu'éditeur. C'est très très important pour moi. C'est une expérience que je n'ai jamais oubliée et je la qualifie toujours aujourd'hui comme étant la découverte de la face immergée de l'iceberg. Voilà. Je pense que le livre qu'on trouve en librairie ou sur Internet, peu importe, c'est le petit pic de l'iceberg qui est visible. Mais en dessous, il y a une masse gigantesque qui est invisible. Et c'est tout ce monde du livre que je vais découvrir petit à petit et que j'ai commencé à découvrir en tant que libraire, effectivement, avec les livraisons, les choix éditoriaux, les facultés de retour, les déclarations de TVA, etc. etc. C'est tout ce monde un peu immergé, mais qui m'a passionné et que je n'oublierai jamais. Voilà. Et quand je serai éditeur, ensuite aux éditions Le Cri, puis chez Duculot, puis chez Castorman et enfin aux éditions du Lombard, je ne cesserai pas d'être proche de ces problématiques-là, notamment en particulier de ce que j'appelle la vente en général. Voilà. Un livre, c'est un objet qui est un objet culturel, mais c'est aussi un objet de commerce au sens, dans tous les sens du terme. Voilà. Vous avez une approche plus commerciale qu'artistique. Pas plus ni moins. Il y a des auteurs, des écrivains, auteurs qui sont des artistes. Le côté commercial, c'est vraiment pas leur truc. Leur seul espoir, c'est un jour d'être édité, d'être lu par un éditeur. L'éditeur dit, tiens, ça, on va... Mais vous avez quand même cette notion du commercial qui prime avant tout. Quand j'entendais, je disais tout à l'heure, commerce dans tous les sens du terme, le commerce entre les êtres humains, Montaigne en parle notamment, mais ça c'est un échange. L'échange, tout simplement. Et de manière extrêmement complexe aussi, n'est-ce pas? L'échange répond à des règles très très complexes. Et je pense que l'objet livre est un objet d'échange. Voilà. Mais donc je ne me qualifierais pas comme un auteur commercial, même si j'ai eu certains. Non, mais je ne sais pas dire non, le commercial, justement, c'est par cette expérience du terreau et du terrain sur lequel vous vous avanciez. Ah oui. C'est ça qui est important. Capital. Il y a des auteurs qui n'ont aucune notion de ça. Je sais bien. Je sais bien, et en tant qu'éditeur, j'en ai rencontré beaucoup. Voilà. Et je ne cache pas que les créateurs, et là j'excède peut-être le monde du livre, je parle de la création générale, qu'il s'agisse de la création picturale, cinématographique, littéraire ou autre, qui me fascine le plus, sont les individus qui ont réussi à croiser l'axe quantitatif avec l'axe qualitatif. Je vais exemplifier la chose. Pour moi, le cinéaste, je suis très cinéphile, le cinéaste peut-être le plus fascinant, c'est Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock est quelqu'un qui a une œuvre qui a touché un très large public. Il a à son actif
un grand nombre de succès commerciaux, et dans le même temps, ses réalisations, ses films, ses créations sont avec une densité, une profondeur, une richesse telle que vous pouvez les voir et les revoir, et vous allez toujours redécouvrir des choses. Et il a donné du grain à moudre aussi pour les critiques, les analystes de l'histoire du cinéma, etc. C'est quelqu'un qui a réussi ce défi peut-être le plus complexe, le plus sophistiqué de croiser ces deux axes. Je pense que ça va influencer votre plume, votre façon d'écrire. C'est vrai, c'est la vérité. Ça, c'est ce qu'on voit à la lecture de vos ouvrages. On voit qu'il y a une structure qui est là et qui est une ouverture. Ça me touche que vous l'ayez perçu, parce que c'est exactement mon objectif. Et j'essaye de le remplir, cet objectif, en me basant sur les créateurs qui m'ont moi-même fasciné. Je citais Hitchcock, je pourrais citer Hergé, et je pourrais en citer beaucoup d'autres, même s'ils sont rares. Oui, mais c'est ce qui saute à la lecture de l'ouvrage. Au niveau de la construction, c'est de voir un petit peu cette mise en scène de l'écriture. Oui. Et ça, je dois dire, surtout quand on va toucher par après au livre historique, là, on est vraiment dans une ouverture. On est presque, je vais dire, presque au débarquement, où on sera Dieu. Dieu, pourquoi? C'est le seul soldat qui est en face du débarquement qui va se soulever, qui va passer la tête. Vous dites, il y a 10 000 balles qui vont le tuer. Mais non, cette caméra va se soulever au-dessus de tout, et vous êtes là, vous donnez une vision sur l'ensemble. Et ça, c'est très beau. J'entends bien, je vous remercie. Non, mais la lecture, c'est ce que ça donne. Au plan romanesque, un auteur qui a représenté ça pour moi, ayant un acquis en philosophie, c'est Umberto Eco. Oui. Donc j'avais lu Eco en tant que théoricien. C'est un philosophe au départ, n'est-ce pas? Puis il s'est intéressé à la sémiotique et à la sémiologie. J'avais lu Opera Aperta, l'œuvre ouverte, etc., qui sont des ouvrages assez complexes, universitaires, académiques. Et puis quand il réalise sa grande œuvre, n'est-ce pas, son œuvre maîtresse, Le nom de la rose, là je suis fasciné. Parce que là, il a réussi à faire se rejoindre son appétence pour des concepts complexes, c'est tout l'aspect philosophique de Eco, et en même temps son amour du feuilletonesque, son amour de la bande dessinée. Je suis aussi très amoureux de la bande dessinée, ou du cinéma, etc. Eco a écrit sur Superman, il a écrit sur la bande dessinée, j'ai traduit quelques-uns de ses articles dans une revue à laquelle j'ai collaboré, les cahiers de la bande dessinée. Au sujet de la BD, c'est un des premiers universitaires à s'être intéressé sérieusement à la bande dessinée. Et quand je découvre Le nom de la rose, je me dis, voilà, là, j'ai affaire à un chef-d'œuvre qui est un ouvrage exigeant vis-à-vis des lecteurs et un ouvrage qui a rencontré le public le plus large. Ça pour moi, je suis admiratif de ça. Voilà, et c'est ce que j'essaye de réaliser à mon tour, à mon niveau. Je ne sais plus qui lui disait, tiens, mais est-ce que tu as tout lu, Umberto? Non, mais si tu me demandes quelque chose, je sais où le trouver. Oui. Et c'est ça un petit peu qu'il y a de bien aussi dans les ouvrages que vous concevez, c'est qu'on retrouve en général le lien explicatif vers une ouverture qui a été suggérée ou proposée, mais qu'on ne va pas développer par manque de temps, c'est pas le sujet tout à fait, mais vous avez cette notion aussi de pouvoir faire rebondir les gens sur d'autres découvertes. Quoi. Et ça, j'aime bien. Est-ce que c'est l'éditeur qui le veut, ou est-ce que c'est vous, au niveau du travail, que c'est vous? C'est ma démarche. C'est une démarche. Cette démarche peut être perçue comme frustrante par certains lecteurs, certaines lectrices, au sens où je ne donne pas toutes les clés, et dans le même temps, je pense que la séduction, le charme proviennent aussi du fait qu'on ne livre pas toutes les clés. Je n'aime pas les livres, et il y en a beaucoup, où une idée est ressassée sur 300-400 pages, alors qu'elle aurait pu faire l'objet d'un article remarquable d'une vingtaine de pages. Je ne vais pas citer d'exemple, il y en a énormément ces dernières années à ce sujet, et peut-être aussi que c'est un phénomène beaucoup plus ancien. Je préfère, moi, livrer un certain nombre de pistes, de clés, et puis laisser le lecteur et la lectrice aller plus loin, et voilà, d'avoir entrouvert une porte
plutôt que d'avoir enfoncé une porte ouverte. Et quand vous avez en face de vous le jeune auteur qui Ouais. vient vous suggérer, vous proposer un tapuscrit, comment parvenez-vous à trancher dans le lard, justement? Alors ça, c'est une question très différente. Oui. Et il se fait que depuis quelques années, à la demande de l'Académie des Beaux-Arts rue du Midi à Bruxelles, je donne des cours d'écriture, ce qui me paraissait inconcevable il y a encore quelques années. Puis je me suis rendu compte, et ça c'est l'apprentissage, l'humilité au fil du temps, que ce type de cours était donné aux États-Unis, notamment par des auteurs que j'admire. J'admire par exemple beaucoup quelqu'un comme Stephen King. C'est un écrivain très inégal, mais en même temps c'est c'est un héritier d'Edgar Allan Poe, un héritier d'Howard Phillips Lovecraft, et c'est quelqu'un qui a donné des cours d'écriture dans le cadre universitaire aux États-Unis. Ça me paraissait inconcevable. Je me suis documenté, je me suis informé, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de possible, de jouable, dans une certaine mesure. Et donc j'ai répondu oui à ce défi. Et je donne ces cours d'écriture, et dans ce cadre-là, comme dans le cadre de mes travaux en tant qu'éditeur pendant une trentaine d'années, j'ai rencontré beaucoup de jeunes auteurs, et j'en rencontre toujours aujourd'hui, qui sont habités d'une volonté, et je les comprends tellement bien, parce que je suis habité d'une volonté similaire, si pas identique, en tout cas analogue, et donc je peux très très bien comprendre ce qu'ils cherchent, et j'essaye de les aider, de leur donner des... Mais vous avez esquissé ma question là. Je vous demandais comment parvenez-vous à trancher dans le lard. Je veux dire par là, le jeune présente un ouvrage, ou n'importe quel auteur présente un ouvrage. Les jours, les semaines, les mois passent, et l'auteur est sans réponse de l'éditeur. Quel avis portez-vous sur cette attitude de non-communication entre le demandeur, qui est l'auteur, et l'éditeur, qui se gausse, non pas d'être éditeur, j'édite moi. Et pourquoi n'y a-t-il pas une communication qui est une base du savoir-vivre pour savoir, écoutez, et pas toujours cette éternelle lettre, votre ligne ne correspond pas à notre ligne d'édition. Là, je pense qu'il y a un grand manque de savoir-vivre au sein de l'édition à ce niveau-là. Alors écoutez, en tant qu'éditeur moi-même, là je peux répondre en tant qu'individu, moi, à travers toutes les maisons d'édition que j'ai traversées, Le Cri, Duculot, Casterman, Le Lombard, j'ai toujours tenu à répondre à toutes les propositions qu'on m'a envoyées. Je l'ai fait. Parfois de manière très personnalisée, comme Christian Bourgois l'avait fait avec moi, parfois de manière standardisée, je ne le cache pas, parce que tout simplement, matériellement, ça ne m'était pas possible de procéder autrement. Je vous donne un exemple, quand vous êtes dans une maison d'édition d'une certaine importance, comme Casterman par exemple, vous recevez une dizaine de propositions par jour. Je mettais un point d'honneur à les examiner, pas au finish, c'est impossible, mais il y a un apprentissage qui se fait en tant qu'éditeur à un moment donné, de dire, bien, on donne quelques coupes à travers un manuscrit ou un projet de scénario, etc. On peut, avec le métier et l'expérience venant, assez vite percevoir ce qui est intéressant, ce qui n'est pas. Et il m'est arrivé de publier des ouvrages qui m'avaient été envoyés anonymement. Je sais que des éditeurs ne répondent pas, je sais que des éditeurs répondent, votre manuscrit ne sera pas lu. Ça me paraît incroyable, et donc je mettais un point d'honneur à le faire. Même, je disais, quitte à ce que ce soit une lettre standardisée, au moins que l'auteur ait une réponse, et le plus rapidement possible par rapport à mes aléas, mes obligations professionnelles. Voilà. Et je le savais d'autant mieux que moi-même, j'ai été publié de cette façon-là. J'ai été publié, par exemple, aux éditions Talendier à Paris, avec un ouvrage qui était traduit en japonais, en allemand, enfin en 7 ou 8 langues, qui s'appelle L'érotisme au Moyen-Âge, et que j'ai envoyé de manière, je ne vais pas dire anonyme, bien entendu, il y avait mon nom, mais je n'étais pas connu, j'avais aucun billet relationnel par rapport à cet éditeur. Et c'est quelque chose que je n'ai pas oublié. Voilà. Et donc c'est une leçon que j'ai retenue, et je pense qu'un éditeur digne de ce nom doit pouvoir toujours aujourd'hui trouver au moins un petit moment pour examiner, c'est le mot, n'est-ce pas, des manuscrits qui lui parviennent sans aucun biais relationnel. Je crois que c'est très très important, et c'est comme ça qu'on peut peut-être découvrir la perle rare. Et
je crois que l'éditeur a tout intérêt à faire cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas un travail désintéressé, que du contraire. C'est une conviction personnelle. Oui. Et je reviens à votre atelier d'écriture que vous animez. Lorsqu'une perle arrive dans l'écrin que vous avez devant vous, est-ce que vous essayez encore de la façonner, de lui donner des directives, ou bien... Oui, tout à fait. Comment travaillez-vous avec quelqu'un où vous reconnaissez un talent? Oui. Non, écoutez, il y a quelques années, j'étais invité à participer à un jury à l'Académie des Beaux-Arts rue du Midi. Pour ne rien vous cacher, voilà, j'ai pas beaucoup de secrets, j'en ai quelques-uns, mais pas celui-là en tout cas. Je me suis dit, l'Académie des Beaux-Arts, j'avais un a priori de pédantisme dans le domaine d'illustration, bof. Et puis finalement, je sais pas trop pourquoi, j'y suis allé. Et là, j'ai découvert une jeune artiste qui s'appelait Anne Herbaut. J'ai vu son travail de fin d'année, et je me suis dit, ça, je passe pas à côté. C'est une perle, je la publie. Je l'ai publiée chez Duculot, et c'était très très vite une carrière internationale qui a débuté. Elle a bénéficié de critiques très très vite dans le monde, etc. Et aujourd'hui, c'est considéré comme une grande illustratrice. Et là, je pense que j'ai fait mon travail, mais encore une fois, c'est un travail qui n'était pas du tout désintéressé. J'ai vraiment eu une sorte d'illumination par rapport à son travail. Je me suis dit, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, il faut y aller, je prends le risque, j'y vais. Et voilà. Et encore aujourd'hui, effectivement, si je rencontre quelqu'un, mais c'est rare, je ne le cache pas, où je me dis, il y a vraiment quelque chose. En tout cas, j'essaie de l'encourager et peut-être de lui donner ce qu'on appelle dans le métier des tuyaux, tout simplement. Le lecteur n'est pas toujours au courant un petit peu de tous ces frissons qui peuvent animer le monde de l'édition. Bien sûr. La découverte, la réalisation du papier, et puis arrivera la promotion par après. Mais avant de passer à ce sujet-là, en tant qu'auteur, ou bien en tant qu'éditeur, comment change-t-on de maison d'édition? Une opportunité, une proposition, ou envie de développer autre chose? Pourquoi passe-t-on d'une maison d'édition à l'autre? Pourquoi a-t-on quitté telle maison pour aller rejoindre une autre maison? C'est une question. Est-ce qu'il y a eu un conflit à l'intérieur, une autre vue, une autre ligne éditoriale, ou une envie de développer une nouvelle idée qui ne faisait pas partie de cette maison-là? C'est pas évident de quitter ce qu'on connaît pour tenter un nouveau challenge. Bien sûr. Quand j'étais éditeur, une grande partie de mon travail consistait à attirer des auteurs dans la maison d'édition au sein de laquelle je travaillais. Et certains d'entre eux, et je les comprends tellement bien, hésitaient ou ont refusé mes propositions, précisément parce que, et c'est une réponse, je crois, vraiment très très importante, une grande partie de leur travail était déjà publié dans une maison, dans un catalogue. Je crois que ça, c'est un élément qui joue. Si un éditeur vous suit, s'il exploite votre travail, s'il réalise un travail de promotion, etc., autour de ça, je pense que vous hésiterez beaucoup à le quitter. Voilà. Il faut qu'il y ait un conflit important, ou alors véritablement une proposition extrêmement avantageuse pour que vous franchissiez le pas. Voilà. Ou alors vous êtes fou, ce qui arrive aussi, et vous êtes quelqu'un qui sautait d'un univers à l'autre, bon, pourquoi pas, mais ce n'est pas très raisonnable. Et généralement, ce sont des cas. Dans l'édition, j'en ai connu un certain nombre qui faisaient cela, qui allaient vers le plus offrant, le plus séduisant d'un coup à l'autre, et finalement, on aboutit à une déperdition d'énergie colossale. Voilà, je ne vais pas citer de nom, mais il y en a beaucoup, quoi. Voilà, moi, comme je disais tout à l'heure, je suis fidèle en amitié, je suis aussi fidèle en édition. Donc, en tant qu'auteur, j'ai été publié par, je crois, 3 ou 4 éditeurs au fil des années, quoi. Et quels sont, on va prendre la carrière de l'auteur, on va la couper en 3. Quelles sont les 3 parties, si on peut faire 3 parts du gâteau de la vie? Quelles sont vos 3 grandes époques dans votre écriture? Je crois qu'elles correspondent à 3 éditeurs. J'ai d'abord publié chez 2 éditeurs de manière un petit peu dans une espèce de rivalité. Voilà, c'était à la fois les éditions Talendier à Paris, grand éditeur d'histoire, n'est-ce pas? C'est le concurrent, le rival des éditions Perrin
en France. J'ai publié différents ouvrages chez Talandier parce que j'avais un contact avec une personne, un individu. Je crois que c'est très très important. En l'occurrence Jean-Michel Espitalier, qui est aujourd'hui réputé en tant que poète, mais à l'époque c'était quelqu'un qui gagnait sa vie en tant qu'éditeur. Et qui notamment a pris la décision de publier mon manuscrit L'érotisme au Moyen-Âge. Voilà. Dans le même temps, j'avais un contact privilégié avec un autre éditeur, toujours au moment où je me passionnais pour la civilisation médiévale, qui était Jean-Paul Bertrand, aux éditions Le Rocher. Voilà. Et donc ça se jouait un petit peu entre ces deux éditeurs. Alors, j'ai publié aussi des essais sur les Templiers, par exemple, qui eux également ont été traduits à l'étranger, en espagnol, en portugais, etc., chez Jean-Paul Bertrand. Voilà. Et puis, à un moment donné, Jean-Paul Bertrand est décédé, Jean-Michel Espitalier a quitté les éditions Talandier, et donc je me suis retrouvé un peu sans éditeur. C'est une situation que vivent pas mal d'auteurs. Et par un concours de circonstances, je suis entré en contact avec les éditions Racine à Bruxelles. Mais ça n'a pas empêché parfois de rebondir sur mes anciens éditeurs. Et donc par exemple, Xavier de Bartilla, le nouveau directeur des éditions Talandier, m'a donné l'opportunité de rééditer mes travaux sur les Templiers. Et il a également publié dans sa collection de poche Tempus une version de poche d'un ouvrage qui a eu une audience véritable aux éditions Racine, à savoir Hitler et la franc-maçonnerie. Donc voilà, je n'ai pas perdu non plus le contact, je dirais, avec mes anciens éditeurs. Voilà. Et donc je crois qu'on peut déterminer ces trois périodes. Une période où j'étais partagé entre Talandier et Le Rocher, mais dans tous les cas je m'intéressais à la civilisation médiévale, et puis une période plus récente où je m'intéresse à l'histoire plus proche de la nôtre, l'histoire contemporaine, et en particulier l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et où je suis lié aux éditions Racine. C'est le fait d'une découverte bien précise qui vous a recentré sur cette période-là, ou bien une méconnaissance, ou non, une découverte, je vais dire comme ça, de choses qui étaient mises sous le boisseau. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes lancé sur cette tranche-là? Il y a eu De Grelle, il y a eu ils admiraient Hitler, on vous dit, sur cette période de la guerre. C'est une curiosité intellectuelle. Qu'est-ce qui a fait ça? Je me suis toujours intéressé à des périodes de l'histoire qui étaient mal connues, méconnues, ou à des énigmes historiques. Voilà. L'érotisme au Moyen-Âge, par exemple, ça paraît deux termes contradictoires. Oui. Ils ne le sont pas du tout. C'est un paradoxe. Il y a une forme d'érotisme extrêmement présente au Moyen-Âge, et tout à fait étonnante, tout à fait surprenante, et qui peut nous apporter beaucoup à nous, hommes et femmes du XXIe siècle, aujourd'hui. Voilà. De la même façon, j'ai eu la chance d'être lu et relu et préfacé par un des tout grands historiens français contemporains, François Delplat, au sujet de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, et il pense, comme moi, que nous sommes au tout début de la découverte de ce qu'était réellement le nazisme. Au plan historique, on commence seulement à découvrir les choses. Et voilà, c'est ça qui me passionne. C'est ce qui est caché, ce qui est occulté, ce qui se trouve dans l'obscurité. Et donc je souhaite, moi, par mes travaux, par mes enquêtes, Historia, ça signifie en grec ancien l'enquête, une enquête de type quasiment policière, découvrir, dévoiler, et voilà, que ce soit pour la période médiévale ou pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme. Et j'ai pu observer que je n'étais pas le seul à être passé d'une période à l'autre, puisque d'autres très grands historiens, et je n'ai pas l'outrecuidance de me comparer à eux, mais quelqu'un comme Trevor Roper, par exemple, a longtemps écrit sur la période médiévale, ou sur la prime Renaissance, avant de s'intéresser à la Seconde Guerre mondiale. Et donc je pense qu'il y a peut-être des proximités entre ces deux périodes de notre histoire. Ce sont des périodes plongées dans une sorte d'obscurité, dans des ténèbres, n'est-ce pas? Des époques de ténèbres, et donc qui méritent en particulier d'être éclairées, et c'est ce que je tente de faire. J'ai assisté à la présentation d'un de vos ouvrages il y a quelques mois déjà. C'est
c'est ce qui est amusant à découvrir, et j'aimerais avoir votre avis, je l'espère, dessus. Votre maison d'édition fait partie, je pense, d'un groupe qui comporte Lano et Racine. Or, j'ai pu constater que lors de la présentation de l'ouvrage, il y avait une autre perception de la part du monde Lano, néerlandophone, du même ouvrage traduit chez Racine. C'est deux publics différents. Pour le même sujet, ils ont parfois un regard différent. Oui, oui. C'est amusant à observer. Oui, tout à fait. Que pensez-vous un petit peu de... Oui. Ce n'est pas une opposition, mais c'est de ce déséquilibre, ou bien de cette balance qui va une fois, qui penche une fois à gauche, qui penche une fois à droite. Oui. À gauche, à droite, oui. Oui, à gauche ou droite. Oui. Mais je pense que c'est ce qui fait un des contrastes et une des richesses de notre tout petit pays, la Belgique. C'est précisément que c'est un pays divisé et contrasté. Et effectivement, Racine est représentatif de ça, puisqu'il y a effectivement chez Racine à la fois des décisions éditoriales francophones et en même temps des implications qui vont chatouiller. néerlandophones. Oui. Voilà. Et donc je pense que ça vient enrichir certainement les choses. Je pense que c'est très très important, quoi. Voilà. Mais c'est des univers comme ça en contraste que j'ai pu rencontrer en France aussi. Hein. Quelqu'un qui est originaire de l'Aubrac ou du pays Qatar ne réagit pas de la même façon qu'un Parisien de souche de naissance, n'est-ce pas? Certainement pas. Ou que quelqu'un qui vient du nord de la France, des Hauts-de-France, comme on dit aujourd'hui. Tout ça sont des sensibilités différentes. Et elles peuvent se contredire, mais elles peuvent aussi se complémenter ou s'enrichir, quoi. Voilà, moi c'est ce qui m'intéresse. Et quand j'ai un débat au sein des éditions Racine, à la fois avec des gens qui viennent de Flandre, de chez Lano en l'occurrence, ou du côté francophone, voilà, j'essaye de faire en sorte que ces choses-là s'enrichissent. Voilà, je crois que moi je suis un amateur de débat et d'échange, quoi. Voilà, je suis très présent sur les réseaux sociaux et c'est ce que j'apprécie dans les réseaux sociaux. C'est le fait qu'il puisse y avoir des échanges, des débats, même entre des opinions divergentes ou contradictoires. Et dans mes ouvrages, j'essaye de traduire ça aussi. Je n'hésite pas à montrer à tel ou tel sujet, qu'il s'agisse d'Adolf Hitler ou des Templiers, qu'il y a des contradictions, parfois même inconciliables, et j'essaie d'en tirer la leçon et de me dire mais qu'est-ce qui peut, voilà, en ce sens-là, et ça c'est peut-être le mot de la fin, ma formation philosophique, oui. Oui. Je serais peut-être un hégélien. Oui. Voilà, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Moi j'ai assisté dernièrement à une émission où vous étiez devant une classe jeune. Oui. J'ai été surpris de voir un petit peu l'attention que vous portez tous ces jeunes-là, parce que vous leur proposiez un sujet qu'ils n'avaient jamais entendu parler. Oui. Ça m'a fait très plaisir de voir leur réaction, de voir qu'après ils me suivaient dans le couloir pour me poser d'autres questions, parce qu'il n'était plus dans le contexte de la classe. Et il y a un caméraman de la RTBF, pour ne pas la nommer, qui a eu la présence d'esprit de sortir avec sa caméra et de filmer ce qui se passait dans le couloir. Et là, ça devient vraiment intéressant, parce que là, je me suis dit, c'est gagné. J'ai réussi, et ça m'est arrivé souvent, pas seulement dans cette classe, lors de cette émission, mais aussi lors de certains salons, de voir des jeunes qui arrivent. Ils sont passionnés d'histoire. Ils ont compris un truc que j'ai compris, qui est tout simplement que si nous sommes là aujourd'hui, avec nos contradictions, nos débats, nos divergences, et nos aspirations, nos objectifs, fussent-ils contradictoires, ben, nous sommes là parce qu'il y a derrière nous une série d'êtres humains comme nous qui ont mené des débats, des contradictions, des guerres parfois, analogues je dirais, et qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, je pense que ça c'est vraiment important. Et je crois que ces jeunes-là, ils ont capté ça. Et ça fait extrêmement plaisir évidemment de rencontrer cet intérêt-là. Waouh, moi je ne l'avais pas à leur âge. J'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser à l'histoire et à comprendre que l'histoire, c'est pas un musée, et les musées eux-mêmes sont en train d'évoluer aujourd'hui.
Mais c'est pour rejoindre un petit peu, je pense qu'il faut quelqu'un bien en possession de son sujet pour le présenter aux élèves. Oui, et je pense que quand ils ont quelqu'un de captivé par un sujet, oui. ils sont eux aussi alors attentifs à ce qu'on va leur proposer, quoi. Exact. Complètement. Et ça, je veux dire, dans le monde de l'enseignement maintenant, est-ce que nous avons aussi, je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau curiosité. Bien sûr. Mais alors, les jeunes sont très curieux. Oui. Mais le professeur est-il curieux? Je ne répondrai pas à sa place. D'accord. Mais ils sont très très curieux. Et notamment, moi j'ai publié une étude sur un sujet méconnu et qui m'attirerait encore une fois, comme m'a attiré la Seconde Guerre mondiale ou la civilisation médiévale, parce que c'est un sujet obscur, ténébreux et mal connu. Ce sont les fameux Illuminati, qui aujourd'hui font l'objet de discours dans les cours de récréation. Et j'ai été amené à parler à des jeunes à ce sujet, un peu partout en Belgique, en France. J'ai été filmé par la télévision française à ce sujet, mais aussi devant des enseignants du secondaire en Belgique, etc. Parce qu'il y a un vrai sujet là, c'est un sujet historique en fait. Oui. C'est pas du pur fantasme les Illuminati. Il y a derrière ça une histoire. Voilà. Vous êtes un excité. Vous aimez ça. Vous aimez partager ça. Oui, c'est vrai. Oui. C'est la passion, j'appelle ça. C'est pour ça que j'enseigne aussi. Oui, ça c'est la passion. L'enseignement, je crois que c'est le plaisir de transmettre. Oui. Voilà. Vous êtes un passeur. Oui. Quel est le rêve inaccompli d'Arnaud Delacroix? Ah ben c'est le prochain livre. Hein. C'est le prochain livre. Évidemment. Oui. On ne va pas en parler, on le saura. Oui. Arnaud, je vous remercie beaucoup d'être venu chez moi. Merci. Je pense qu'on va encore passer de longues heures et cette prise de vue ici, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à dire. Bien sûr. Merci beaucoup. Très bientôt. Merci.